Voilà, de retour de la pub. Nous allons juste faire un retour sur la cérémonie d'hier qui a permis au chef de l'État d'annoncer le nouveau prix Borchamp du kilogramme du cacao en Côte d'Ivoire. C'est maintenant avec Stéphane Kwasi. Le prix Borchamp garanti du cacao bien séché et bien trié est fixé à 2800 francs le kilogramme. Alors celui du café, le café bien décortiqué est de 1700 francs le kilogramme. C'est sur ces mots que le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a lancé officiellement la campagne 2025-2026 de commercialisation du café et du cacao ce mercredi 1er octobre au parc des expositions de Port-Bouët. Une annonce qui a fait l'effet d'une véritable bouffée d'air pour les producteurs. Leur joie était palpable, notamment à travers les propos de leurs représentants. Le prix, on est stupéfait. Le prix, on ne s'y attendait pas. On imaginait vraiment moins que ça. Et le président nous a fait la grande surprise. Vous ne pouvez pas imaginer la joie qui se passe aujourd'hui dans les campements. C'est une liesse populaire aujourd'hui partout. On nous appelle de partout pour dire mais qu'est-ce qu'on vient d'entendre. Merci au président Alassane Ouattara et nous le rassurons que nous les producteurs, nous lui serons reconnaissants. Nous avons encore besoin de lui pour qu'il nous aide à aller de l'avant dans la filière café-cacao. Tout comme les producteurs, les autorités coutumières et les chefferies traditionnelles n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude. Pour eux, ces prix sont tout simplement du jamais vu sous nos cieux dans le pays. Je suis très content de ce prix que le président a fixé. 2800, c'est de l'extraordinaire pour nous. Jamais on n'a entendu un prix pareil. Quand nos parents ont souffert, ont créé des plantations dans le temps, moi, que je vous parle, mon oncle fut un des grands planteurs dans le temps. Donc aujourd'hui, 2800, vraiment, c'est un aubaine pour la population et pour nous les planteurs. On dit merci au président. On souhaite qu'il soit vraiment à vie en Côte d'Ivoire ici pour nous. C'est une première fois d'attendre 2800. Les mots me manquent. Je ne sais pas comment dire des choses encore. C'est extraordinaire. En tout cas, c'est joli à voir. Et nous tous les planteurs qui sont à Gagnoa, à mon arrivée, et tous, on doit être derrière le président, puisque ce qu'il vient de faire, il n'y a pas un président qui avait fait ça. Donc je suis très heureux. Les mots me manquent en ce moment, très ému. Mais entre satisfaction et euphorie, une question demeure. Les acheteurs pourront-ils suivre et acheter à ces nouveaux prix? 2800. Mais est-ce que dans les mois à venir, les acheteurs pourront nous satisfaire sur les 2800. Vous voyez, le prix est excellent. Le président l'a dit. On est très heureux, très content. Mais est-ce que les acheteurs vont nous donner les mêmes satisfactions? Pour cette campagne 2025-2026, le prix Borchamp connaît une revalorisation importante. Une hausse de 200 francs CFA pour le café bien séché et bien trié et une hausse de 400 francs CFA pour le cacao dans les mêmes conditions. Une décision saluée, mais qui, comme chaque année, devra surmonter les réalités du terrain pour véritablement profiter aux acteurs à la base. Alors, Monsieur Valentin Zawi, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Avec grand plaisir. Bien, alors, tout d'abord, quel sens donnez-vous à cette décision? Les kilogrammes du cacao est désormais à 2800 francs CFA. Est-ce que je suis habilité à donner sens à cette décision? Je ne pense pas. Je prends acte de ce que le président Ouattara a annoncé aux producteurs, que voilà, pour la campagne 2025-2026, le cacao sera vendu à 2800 et le café à 1700. J'observe que 5 ans plus tôt, à Yamoussoukro, c'est le président lui-même, devant les producteurs, qui avait annoncé, à l'époque, c'était 1000 francs, sauf erreur. Et à cette occasion, c'est un peu la même scénographie. Hein. Voilà, je pense que, après, à sa décharge, il n'a pas peut-être décidé de cette date-là, mais nous sommes quand même à quelques semaines de l'élection présidentielle. Donc, voilà, ce n'est pas forcément de la philanthropie, j'allais dire. L'État pourrait faire mieux, selon vous, c'est un bon prix? Honnêtement, je ne suis pas spécialiste du sujet, donc comment est-ce que ça se décide? Je n'en sais pas grand-chose, donc je ne vais pas me lancer. J'observe juste que c'est un prix record, parce que j'ai compris. 2800, le prix campagne intermédiaire était à 2200.
Là, 2800 pour le cacao, pour l'année prochaine. Alors, en règle générale, il y a ce qu'on annonce officiellement, et sur le terrain, ce n'est pas toujours ce que ceux qui payent aux agriculteurs. Donc, je pense que l'État doit faire un effort en termes de contrôle. Mais bon, tant que c'est une bonne nouvelle pour nos parents agriculteurs. On le sait à suffisance, hein, l'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Bon, ça fait quand même plus de 60 ans qu'on le dit. Nos parents agriculteurs ne sont pas forcément les mieux lotis par rapport aux ressources du pays. Des efforts sont faits, mais je pense qu'il faut encore faire des efforts pour que, effectivement, ceux qui sont reconnus comme les grands artisans de notre puissance économique puissent également bénéficier, j'allais dire de façon assez efficace, des retombées de ces ressources-là. Bien, Jacob Ekissi, est-ce que pour vous, cette hausse de 2800 est-elle réellement une avancée historique ou simplement un ajustement? Je pense plutôt à un ajustement. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao. La Côte d'Ivoire est également le premier transformateur mondial de produits semi-transformés. Et c'était une décision qui était très attendue par les producteurs ou les planteurs. Et si aujourd'hui nous sommes à 2800 contre 2200, je crois, c'est bon à prendre. Mais je pense qu'on peut faire mieux. Depuis des années, on parle de la fixation donc des prix café et cacao. C'est une question de souveraineté, c'est vrai, mais il faut y penser parce qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux. Au-delà, on peut faire mieux. Bien. Eric Bayala. Oh, mais je pense que c'est un prix inédit. C'est un prix inédit. 2800, quand on regarde le coût du cacao au marché mondial, dont la tonne fait $10 000, et quand je regarde le dollar aujourd'hui qui se situe dans l'ordre de 558 francs le dollar, donc ça fait un peu plus de 5 580 000 francs la tonne sur le marché mondial, ce qui revient à dire que 1 kilo va coûter 5 580 francs. Et sur 5 580 francs, le président Alassane Ouattara décide de donner 2 800 francs aux producteurs, plus de la moitié du prix du cacao sur le marché mondial, c'est du jamais vu. Et ça n'a absolument rien à voir avec la campagne. C'est une posture d'un homme d'État soucieux du devenir des producteurs, des Ivoiriens, parce que vous savez toujours que c'est en octobre qu'on donne toujours le prix de la campagne. Et ce n'est pas parce qu'il y a une élection en octobre qu'on dira qu'aujourd'hui on ne va pas fixer le prix du cacao en octobre. Et voilà, la coïncidence est riche, mais il ne faut pas faire le lien tout de suite avec la campagne présidentielle qui arrive parce que c'est toujours à cette date que le prix du cacao est fixé. Mais ce que nous notons, c'est que de 2200 à 2800, il y a eu une augmentation de 600 francs. Il y a bien d'années où 600 francs même équivalaient au prix du kilogramme du cacao. Mais l'autre question qu'on se pose, pourquoi ce prix aussi important, 2800 francs, n'aurait pas été fixé lors de la campagne précédente, toujours à l'approche de la présidentielle? On assiste à une hausse du prix du kilogramme de cacao. Ben, moi j'ai bien envie de poser la question. Quand on fixe le prix maintenant ou ne jamais l'avoir fixé, qu'est-ce qui est intéressant? Autant l'avoir fixé au moins 5 jours. Et donc ce jour-là est arrivé, on l'a fixé. Il faut saluer ce prix pour le bonheur des producteurs. Parce que le contexte qui a prévalu avant la fixation de ce prix n'est forcément pas le même aujourd'hui. Il peut y avoir beaucoup d'appréciation exogène de la fixation du prix qui n'est pas forcément dépendant de l'État de Côte d'Ivoire. Et vous conviendrez avec moi que quand vous regardez le prix du baril de pétrole sur le marché mondial, en fonction qu'il augmente ou bien qu'il diminue, on a également une incidence ici du prix du carburant à la pompe. Et donc si en il y a eu le prix de 2200 francs il y a quelques mois, certainement que la situation a également évolué. Donc l'État de Côte d'Ivoire, qui est un État sérieux, qui apprécie, qui salue donc les efforts de nos parents producteurs. Comme on a dit, depuis toujours, notre économie est soutenue par la mamelle, sinon le binôme café-cacao. Et donc aujourd'hui, le président Alassane Ouattara décide d'offrir 2 800 francs aux producteurs, un prix jamais... C'est inédit. Depuis les 60 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire, jamais cela n'a été fait. Plus de la moitié du prix mondial qu'on offre. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous avons fait une prospection d'appréciation du prix dans une localité de Divo pour voir si effectivement on achetait le cacao à 2200 francs bon champ.
Mais les quelques planteurs que nous avons interrogés, aussi bien dans les coopératives que ceux qui sont individuels, ils ont dit effectivement que c'est respecté, c'est 2200. Et donc aujourd'hui, figurez-vous qu'un planteur qui a juste 10 kilos de cacao, ça lui fait 28 000 francs. Mais écoute, c'est bon pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Et donc, je pense que c'est à saluer. Il faut d'abord saluer les efforts consentis par le régime en place. Je salue au passage également le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des productions vivrières et de, comment on appelle ça, du développement rural, le ministre d'État Adjoumani, que nous avons rencontré avec un certain nombre de personnes dans le cadre de la campagne intermédiaire qui nous ont expliqué plus ou moins la politique de l'État, la politique agricole de l'État. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce prix-là, il est clair que le régime en place se soucie du bien-être des producteurs, notamment des planteurs ivoiriens. Bien. Gaël Lakba, est-ce que pour vous, cette annonce est un coup de communication électorale pour le parti au pouvoir? Bon, faut le dire, ce qu'on constate quand on prend les chiffres, c'est que ce n'est pas seulement sous le pouvoir RHDP, hein, je le dis, à chaque, même du temps du président Laurent Gbagbo, vous pourrez constater que le dernier mois d'octobre de l'année, proche des élections, c'est une certitude que le prix du cacao augmente. Donc si vous êtes observateur, ça ressemble à une tradition. La campagne. C'est prévisible souvent. Même moi, je l'ai déjà dit sur ce plateau, le jour qu'on avait parlé de la baisse du carburant, on l'avait dit que sûrement le cacao allait augmenter. Bon, du moment où ça ne baisse pas, c'est bon à prendre. Parce que quand je regarde les chiffres, entre 2020 et 2022, on était passé de 1000 francs à 825, si on se souvient. C'est la seule période où il y avait eu une baisse de près de 17%. Après 2020, après cette période de 2022, de 2022 à 2025, aujourd'hui, il n'y a eu que des hausses. Donc, c'est bon à prendre pour nos paysans. Coup de communication ou pas, ben, nous sommes dirigés par des politiques. Nous sommes dirigés par des politiques. Donc, à chacun de pouvoir... voilà, chacun organise sa communication et tout, mais il faut retenir que ce sont les planteurs qui sont aujourd'hui heureux. Mais ce sur quoi je voudrais attirer un peu l'attention, c'est la question de est-ce que les planteurs sur le terrain reçoivent le prix. Eric l'a dit, ils ont fait une simulation à Divo, mais par ailleurs aussi, il y a certaines zones où les réalités du terrain sont tout autres. Des personnes abusent de ces planteurs-là. Et c'est le rôle de l'État, en tant que régulateur, de toujours continuer à traquer, à veiller à ce que, effectivement, ce prix-là soit respecté. Mais je vais aller plus loin parce que je m'interroge. Après plus de combien d'années d'indépendance, depuis 1960 à aujourd'hui, où on parle de binôme café-cacao, même le président Houphouët-Boigny à l'époque en parlait, notre salut n'est pas dans la vente du cacao tel qu'on le fait jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de présidents se sont succédés, mais il y a un défi qu'on n'a pas encore pu relever. Le défi, ce n'est pas de venir, comment on appelle, annoncer des prix qui montent, mais le vrai défi, c'est de passer à la transformation de notre cacao. Parce que c'est inadmissible que, jusqu'à présent, là, nous, Ivoiriens et même pays africains, continuons de dépendre de lobbies extérieurs, de spéculateurs. Ce sont eux, nous on produit, et puis ce sont eux de l'autre côté qui fixent le prix au gré de leurs intérêts. Et ils fixent le prix, après ça l'État qui régule décide maintenant de combien le planteur doit avoir et tout ça. Le vrai défi, c'est qu'on prenne le pouvoir à ce niveau-là. Et pour le prendre, il faut passer qualitativement à la transformation. Et comme nous sommes en période électorale, nous en parlons pour que le RHDP qui est déjà au pouvoir, que les candidats aussi qui vont venir, qu'ils nous disent, qu'ils nous proposent comment ils comptent arriver à l'industrialisation à 100% de nos produits. Parce que ces matières premières-là, quand on les vend comme ça au brut à l'international, en réalité, on ne gagne pas. C'est quand on va transformer que, par la transformation à 100%,
on va gagner plus. Bien. Donc, c'est ce que je voudrais dire à ce niveau. Bien avant, Eric Bayala, comment s'assurer également que les 2800 parviennent directement aux producteurs? C'est une question que beaucoup se posent parce que la lutte contre la fraude dans ce milieu-là est très fréquent. Oui, mais la fraude, pardon, est très fréquente. Je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est vrai que l'État décide officiellement, mais sur le terrain, ce n'est pas toujours le prix qui est appliqué. Eric nous donne l'exemple heureux des gens de Divo, mais je ne pense pas que tous les planteurs de ce pays sont aussi heureux que les gens de Divo. Mais bon, ça, on pourra en débattre une autre fois. Après, je voudrais quand même avoir votre permission. Eric a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de lien avec la campagne. Enfin, je ne suis pas trop sûr. Hein. Je me suis amusé à aller en 2020, et voici ce que le ministre Adjumani disait, il était encore en poste. En parlant, en s'adressant aux planteurs, allez partout dans vos villages pour annoncer la bonne nouvelle de la candidature du président Ouattara. Le président a fait beaucoup pour vous et en retour, vous avez envers lui un devoir de reconnaissance. Là encore, vous l'avez écouté au parc de l'exposition, c'est exactement la même chose. Première étape de son propos, les propos dithyrambiques, comme il sait bien le faire vis-à-vis du président Ouattara, vraiment, il passe la pommade et Tutu et Conti. Seconde partie, il s'adresse aux producteurs pour leur dire: il faut être reconnaissant au président Ouattara. Si ça, c'est pas de la campagne, je ne sais pas ce que c'est. En toute objectivité. Après, comme je l'ai dit, on ne peut pas lui en vouloir parce qu'on est en octobre, on est à 2-3 semaines d'élection présidentielle, mais il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de lien avec la campagne, mon frère Eric Bayala. Bien sûr que nous sommes en pleine campagne électorale. Bien, Eric Bayala, ensuite Jacob Ekissi. Oui, d'abord, je vais commencer par l'inquiétude posée par mon frère Gaël Lagba en parlant de la transformation. Vous êtes en train d'enfoncer une porte déjà ouverte. Vous savez déjà que les unités de transformation de la fève de cacao de façon locale a connu déjà un bond très intéressant, bien que nous ne soyons pas encore à un niveau satisfaisant, mais il y a déjà des usines de transformation à San Pedro. La dernière en date vient de s'ouvrir à Nyama, Transcao, qui sont des entreprises d'usines de cacao, de transformation du cacao, et donc qui participent de la politique du président Alassane Ouattara, de tout faire en sorte qu'on puisse déjà transformer. C'est vrai qu'on ne peut pas partir de rien du tout à 20 usines de transformation. Il faut aller crescendo. Et je pense que cette dynamique a été déjà amorcée. Nous sommes à plus de 5 usines de transformation. Je pense que nous sommes dans l'ordre de 30% de transformation du cacao en Côte d'Ivoire. Mais c'est une dynamique qui va progressivement. 30%, mais après, oui, 30%. Les mêmes chiffres, effectivement, j'attendais. Parce qu'on a 30% de transformation que nous faisons ici, mais il y a jusqu'à 70% qui continuent de sortir. En même temps, il ne faut pas déjà créer des usines et puis ne pas trouver la matière à transformer après. Et le problème sur lequel nous sommes confrontés aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le vieillissement de nos vergers. Et surtout la maladie du shoot and shoot, qui aujourd'hui est un problème, aussi bien pour la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, que le Ghana, qui est le second producteur mondial. Ils se sont mis ensemble pour régler d'abord cette question. Non seulement il faut trouver, avec le mécanisme et le concours de la CNRA, que je salue au passage, pour d'abord donc renouveler nos vergers, de sorte à ce qu'on ait encore une bonne production. Et c'est maintenant que le mécanisme a été trouvé pour lutter contre cette maladie qui attaque vraiment les cacaoyers et qui font que la production baisse. Et donc, quand ces questions-là seront réglées dans le temps, naturellement, les unités de production vont aller avec. Parce que une chose est de créer les entreprises de transformation de cacao, mais en même temps, il faut s'assurer de la matière première dedans pour que ces entreprises-là tournent. Et tout récemment, la dernière unité qui a été mise, c'est à Divo toujours, où à la sortie de Divo sur l'axe Divo, en allant vers chose qu'on appelle Lakota, vous verrez effectivement qu'il y a une nouvelle usine de transformation du cacao. Et donc, cela se fait. C'est une porte que vous avez déjà, en fait, une porte ouverte que vous enfoncez. Je crains bien que tu aies bien pris mon analyse. Mon analyse, quand je l'ai faite, je suis allé depuis les années 60. C'est un bilan. Attends. C'est un bilan que j'ai fait. C'est pas le bilan du RHDP que je suis en train de faire. Un constat que vous avez fait à partir des années 60. Depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Être à 30%, oui. C'est pas suffisant. Et je dis qu'il faut faire mieux. Je ne suis pas en train de dire que tout cela, c'est de la gouvernance du RHDP. Si le RHDP a commencé aujourd'hui, c'est bien. Mais ce serait bien qu'au-delà du RHDP, tous ceux qui sont politiques et qui rêvent de diriger ce pays-là sachent que c'est ça le vrai défi qui attend les Ivoiriens. Oui, mais à côté de la transformation du cacao et du café, je pense qu'il faut plutôt penser à la diversification même de notre économie. Il ne faudrait pas qu'on soit seulement focus sur le cacao, non, mais le sujet, là, on est sur le café cacao. Justement, et donc ça veut dire qu'en plus de cette question,
vous me renvoyez à ceux qui ont dirigé la Côte d'Ivoire avant et que cela aurait dû être fait. Mais écoutez, moi, je suis contemporain. Bien. Je ne fais que apprécier la situation. Merci, Eric Bayala. Maintenant, pour revenir sur... Il vous reste que 30 secondes maximum. Oui, pour revenir sur, comment on appelle ça, la campagne qui est déjà ouverte et dont on a parlé. Mais, cher ami, mais je pense que dans tous les corps de métier, c'est une vertu cardinale, la reconnaissance. Oui. Voilà, justement. Donc c'est la campagne. Vous avez dit laissez-moi finir. Oui, non, ça dit que si il y avait la possibilité de fixer le prix du cacao en janvier, et que ça avait été déjà fait en janvier, loin avant la date des élections, on aurait demandé aux choses qu'on appelle aux planteurs d'être reconnaissants. Les planteurs eux-mêmes, au cours de la cérémonie, ont manifesté leur reconnaissance en donnant 20 millions de carburant au président de la République. Oui. Ouais, ben justement. Et donc, ce n'est pas forcément parce que nous sommes à 2 jours des élections, c'est une incidence heureuse dont le corollaire ou la conséquence peut peut-être impacter, mais ce n'est pas la volonté manifeste du pouvoir, sinon du régime, de se tenir, sinon de prendre le prix du cacao. Eric Bayala. Allez-y rapidement. Ensuite, juste, je pense que là, M. Eric Bayala, ça va être un peu difficile de faire croire le contraire. Il faut juste écouter les propos du ministre Adjumani pendant cette cérémonie-là. Voilà, je veux dire, il faut pas... Il y a 5 ans, c'est la même chose. Le lien, il est établi. On va pas refaire le monde. Donc, il a fait mieux. Pardon, Eric, pardon, il a fait mieux. Il a convoqué nos valeurs ancestrales pour dire aux producteurs, vous avez obligation d'être reconnaissants. Et que dans quelques semaines, vous devez matérialiser votre reconnaissance au président. Il a même pris l'engagement qu'au nom des producteurs, les producteurs auront, le président aura les voix des producteurs. Il faut juste l'écouter. Moi, je ne lui lance pas la pierre. Il est dans son rôle, mais je trouve juste qu'on ne peut pas dire, après avoir écouté ça, qu'il n'a pas de lien avec la campagne électorale. C'était juste ça, parce que vous l'avez dit à l'entame de vos propos. Pour le reste, c'est dans l'ordre normal des choses. Oui, mais justement, Jacques ici. Merci Eric Bayala, vous aurez la parole. D'accord. Tant que nous serons dans cette transformation primaire du cacao et du café, surtout du cacao, je pense qu'on ne pourra jamais atteindre l'objectif. Quand vous représentez 40% de la production mondiale, vous avez la possibilité de 46%, plus exactement, de la production mondiale. Vous avez la capacité de pouvoir fixer les prix. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à fixer les prix? Parce que déjà, au niveau de la transformation, elle est primaire. On parle de transformation, même si on dit 30%, on transforme quoi? On vend à combien? On ne transforme rien. C'est ça. On transforme quoi? On vend à combien? On transforme combien de chocolat? Franchement. Ce qu'on dit, c'est une rhétorique. C'est un discours qui date des années avant la naissance de plusieurs parmi nous. Je pense qu'il faut être dynamique. Il ne faut pas parler de la production, ou si vous voulez de la transformation du cacao et du café, comme une campagne. Surtout comme une campagne électorale. C'est un problème sérieux qui fait que l'État de Côte d'Ivoire n'arrive pas à avoir des plus-values, que ce soit au niveau de son exportation, qu'au niveau de sa transformation. Et quand on me parle de transformation, franchement, je pense que c'est très subjectif. C'est très subjectif parce que jusqu'à ce jour, le cacao peut nous donner mieux. Si nous sommes généralement à ces chiffres d'affaires-là, dans le commerce international au niveau du café et du cacao, c'est parce qu'il y a un problème. Il faut réhabiliter le secteur café-cacao. Déjà avec la mécanisation, ça c'est la chose la plus importante, il faut toucher à la production. Le planteur qui perçoit 2800, il rit parce que c'est 2800. Mais le travail qui se tape physiquement, ça vaut plus que ça. Donc ne soyons pas là à nous satisfaire de 2800 alors que les planteurs souffrent beaucoup plus. Quand en Chine, vous voyez qu'on utilise des machines pour régler les questions agricoles et que chez nous ici on continue de frapper à la machette et qu'aujourd'hui on applaudit, c'est bien applaudi. Mais quand on applaudit, il faut savoir raison garder et dire les choses telles qu'elles sont. Le secteur café-cacao a des problèmes. Et malgré le conseil café-cacao, il y a beaucoup de choses. On a parlé des prix Borchon. Aujourd'hui, les prix ne sont pas toujours respectés. Quand on le dit, ce n'est pas s'opposer si les prix ne sont pas respectés, à qui la faute? Le conseil, mais qui régule? Qui contrôle? Pourquoi aussi les planteurs, c'est une question qu'on se pose, pourquoi certains planteurs acceptent de vendre à des prix qui ne sont pas homologués? Mais vous savez que les prix sont fixés par la loi de l'offre et de la demande. Quand vous avez une coopérative ou vous avez un acheteur qui vient, qui vous dit et qui vous menace à la rigueur en vous disant « Si tu ne me donnes pas ton cacao à 2000, je n'achète pas et je pars », vous faites comment? Vous laissez jusqu'à quand? Ils sont dans vous serez obligé de vendre. Valentin Zami,
Gaël Lacpa, ensuite Eric Bayala. Non, j'ai un trou de mémoire. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Ekissi. Non, mais je suis totalement d'accord avec l'analyse de Monsieur Ekissi. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, à titre personnel, j'ai mon défunt père qui était à la SATMASI, qui est la Société technique pour la modernisation de l'agriculture en Côte d'Ivoire, l'ancêtre de l'ANADR. De 70 jusqu'en 1994, cette structure a existé, a encadré les agriculteurs. Donc moi, j'avoue que personnellement, c'est une thématique qui me parle. Ça fait 65 ans qu'on parle de modernisation de l'agriculture en Côte d'Ivoire. On est chou. Ça fait 65 ans que nos parents travaillent toujours, comme il a dit, M. Kissi, à la machette, à la daba. Physiquement, il faut aller chercher. Quel est le véritable problème? Ça fait également des décennies qu'on en parle dans les écoles. Mais parce que géographie, la modernisation de l'agriculture. Et le dire, c'est pas jeter la thème sur un régime. On a la solution, mais elle n'est pas appliquée. Quelle est la volonté réelle de notre pays de sortir de cet état de production primaire? Est-ce qu'on a les moyens également pour mécaniser notre agriculture? Mais c'est une question de volonté, M. Sidik. C'est une question de volonté, il faut le vouloir. Comment pouvez-vous expliquer que un jeune Suisse ou quelqu'un qui est à Londres, qui n'a même vu un pied de cacahuète, il touche plus, il gagne plus sur le cacao que nous qui le produisons. Et ça fait des décennies que ça dure. Donc, à un moment, je suis heureux d'avoir entendu qu'en 30% nous transformons, mais quelle transformation à quelle hauteur? Vous aurez la parole en dernière. Et nous sommes des broyeurs, premiers broyeurs mondiaux. Le président Ouattara l'a dit aussi hier. Bien, mais c'est pas ça la transformation. Vous avez la parole. Ah non, la question. Bien, non, réaction là-dessus. Ah non, mais j'ai déjà développé dans ce sens-là. Je pense que je pourrais même passer mon tour de parole. Parce que tout ce qui a été dit, c'est ce que j'ai dit sur ma première prise de parole pour éviter de me reprendre et perdre le temps. Je vais passer carrément mon tour. Allez-y, Eric Bayala, vous avez demandé la parole. Oui, j'ai demandé la parole pour dire ceci. En ce qui concerne le respect des prix Bosch auprès des producteurs, des planteurs, le prix est respecté. Le prix est respecté en ce sens que... Certains planteurs estiment que le prix n'est pas respecté. Laissez-moi aller au bout de mes idées, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Bon. L'État qui fixe le prix, c'est donner les moyens de faire en sorte que les prix soient respectés. Aujourd'hui, on a sensibilisé tous les planteurs de se mettre au groupement vocation coopérative, de sorte à ce que ce soit la coopérative qui collecte et la coopérative va vendre pour le compte de tous. Donc, il n'y a pas de coopérative agricole qui puisse prendre un produit des planteurs pour aller le vendre à moins de 2800. Et pour d'abord apporter, même pour amoindrir la charge de travail des planteurs, l'État subventionne déjà les intrants. À côté de ça, tout récemment, l'État a mis en place un mécanisme pour la CEMU, qui est gratuite pour l'ensemble des planteurs, de sorte à ce que les besoins relatifs à leur prise en charge de santé soient déjà pris en compte par l'État. Donc, ce sont des mécanismes qui sont mis en place pour apporter non seulement le soutien ferme de l'État, non seulement au respect des prix, mais en plus à l'état de santé des planteurs. Maintenant, ce qui concerne même les prix, comme on dit que ça obéit au principe de l'offre et de la demande. Oui, mais c'est une habitude qui est aussi vieille que le monde. Ça a toujours été comme ça. Mais une chose est sûre, aujourd'hui, vous n'allez pas trouver dans une contrée quelqu'un qui va aller vendre son prix à 2800 francs, à moins de 2800, quand bien même qu'il sait qu'il a la possibilité de vendre à 2800. Qu'est-ce qu'il va l'amener à vendre à moins de 2800? Qui achète, Eric? Voilà. Et puis aujourd'hui, l'État a régulé même tous les gros exportateurs aujourd'hui. Ils sont connus. Merci, donc, Eric Bayala. Dernière intervention, voilà. Jacob. Alors maintenant, allez-y rapidement. En ce qui concerne la mécanisation de l'agriculture, il faut reconnaître qu'il y a une volonté politique de changer. Parce que hier, ce qui n'a pas marché... On ne dit pas le contraire. Je vais vous donner les faits concrets. Je vous donne les faits concrets. Hier, la notion de retour à la terre était un terme qu'on appelle galvaudé. C'était apparu comme quelqu'un qui a échoué en ville, on lui demandait de retourner à la terre. Aujourd'hui, il y a eu une inversion des valeurs et des paradigmes. Ah oui? De sorte à ce que retourner à la terre aujourd'hui, ce n'est pas aller parce qu'on a raté sa vie, mais c'est une option de vie. Avec l'école, non seulement de la deuxième chance, la prolification des centres de formation professionnelle, tout et tout, aujourd'hui, on encourage les jeunes à aller travailler dans l'agriculture. Donc d'abord, il y a des professionnels qui vont s'installer dans le monde agricole, et puis ensuite, ça va booster la modernisation. Je voudrais bien avoir des statistiques pour qu'on ait une idée de tous ceux qui sont retournés à la terre avec la machette et des tabacs. Cette nouvelle génération que je connais, vous demandez à cette génération de retourner à la terre. Très bien, c'est une bonne politique. Mais vous lui demandez de retourner à la terre avec quoi comme moyen?
des machettes et des dabas. Non, ces jeunes que je vois à Abidjan. La formation, c'est important. Parce que si vous voulez être un agriculteur de cacao, de café, de coton ou je ne sais quoi, que vous n'avez pas la formation requise. Il fallait couper les herbes à la machette. Il y a déjà un problème. Il y a la formation sur le terrain aussi. Donc, il y a la formation sur le terrain, il y a l'encadrement. Vous parlez de volonté politique. Voilà. Et vous dites que c'est un appel que l'État a fait. Donc je suppose que l'État a investi dans la formation. Bien sûr. Vous avez les statistiques? Oui, aujourd'hui. Certainement, combien d'écoles aujourd'hui en Côte d'Ivoire forment en agriculture? Non, aujourd'hui, comment on appelle ça? On a d'abord tous ceux que l'école nationale... Il y a des écoles. d'agriculture. Mais il n'y en a pas assez comme des écoles qui forment en économie, en comptabilité. Mais pardon, M. Sidi, sur ce point-là, je pense que le ministre de l'Enseignement technique et de l'apprentissage, le ministre Kofi Nguessan, il fait un travail excellent. Il y a de plus en plus. Mais en fait, le propos ici, ce n'est pas de dire qu'il faut encourager les jeunes. Comme le dit M. Ekissi, quels sont les moyens qu'on donne à ces jeunes-là? Parce qu'on ne peut pas aller travailler à la machine, à la daba. Non, c'est ça le vrai sujet. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je parle du principe que ce sont des thématiques pour lesquelles on n'a même pas à avoir des postures partisanes. Il faut voir les faits en réalité. Les faits sont là. Tout, voilà. Tout ce qu'on forme aujourd'hui, l'État, il y a 2 ans en arrière, je pense, c'était l'année 2023, avait décrété l'année de la jeunesse. Aujourd'hui, vous convenez avec moi, avec le prix, avec l'emploi jeune, et ça, ce n'est pas caché. Le ministre Mamadou Touré fait un travail formidable. Partout, dans toute la Côte d'Ivoire, tous les jeunes qui se... C'est quoi le résultat? Le résultat aujourd'hui, c'est que tous ceux à qui on fait des prêts, on est à plus de 70%. Ça, c'est autre chose, Eric. On ne parle pas des agriculteurs. Mais attends, c'est pas la même chose. Non. Est-ce que quand vous prenez des jeunes qui font les piscicultures, ils sont combien? Mais justement, mais il y en a qui font les piscicultures. On est loin du compte, S'il vous plaît. Je dis, l'État non seulement les encourage à travers les formations, mais derrière, l'État met les moyens. Monsieur parlons de cette école qui est à Bégerville. Oui. Pas plus tard que l'année passée. Plusieurs promotions d'étudiants m'ont approché, donc dans le cadre de mes actions au niveau de la société civile. Parce que justement, il y a un problème d'insertion professionnelle. Oui. Il y a un problème d'insertion. Donc, quand vous dites qu'on forme et qu'on accompagne, on accompagne combien de personnes? Et vous avez parlé tout à l'heure de subvention. Si vous avez un business pour 10 millions et que moi, je peux vous subventionner en hauteur de 8 millions et que je vous subventionne en hauteur de 2 millions, il y a un problème. On dit que l'État peut faire plus. On n'est pas en train de jeter le discrédit sur ce gouvernement particulièrement. Parce qu'avant ce gouvernement, le problème s'est posé. Ce qu'on dit, la mécanisation, au lieu de dire qu'elle n'est pas effective, on dit qu'il y a un problème. Elle n'est pas l'agriculture en Côte d'Ivoire, même pas forcément le secteur café-cacao, l'agriculture en Côte d'Ivoire n'est pas mécanisée. C'est un problème réel. Et tant que nous serons là en train de faire de ces débats-là donc des questions politiques, on risque de ne pas les résoudre. Bien, merci. C'est maintenant l'heure du carton rouge pour terminer. Allez-y, carton rouge. Voilà, nous sommes dans le carton rouge, le premier de cette émission avec Jacob Ekissi. Alors, carton rouge pour cette décision qui avait été prise il y a longtemps, je crois en 2017, relativement donc aux véhicules pour la mesure de 55 ans. C'est une mesure qui n'est pas forcément mauvaise, mais aujourd'hui, les véhicules sont devenus chers. Quand on n'est pas un producteur de véhicules, généralement, au niveau de cette décision-là, on essaie de faire un peu attention. Aujourd'hui, les véhicules sont devenus relativement beaucoup plus chers qu'il y a des années antérieures. Bien. Eric Bayala, carton rouge. Je passe mon tour. Bien. Allez-y, Gaël Lakpa. Alors, je vais adresser mon carton rouge à tous les gouvernements qui se sont succédés après le rappel à Dieu du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, que je vais citer. Lorsqu'il y avait une crise économique due à la chute brutale du binôme café-cacao au plan international. Voici ce que Félix Houphouët-Boigny disait dans les années 80. Nous n'envisageons qu'une seule solution à terme. Tant que nous continuerons à vendre les minerais, fer, bauxite et cuivre, tant que nous continuerons à vendre les produits agricoles bruts, nous subirons la loi des intermédiaires. Alors, voyez-vous, nous sommes extrêmement patients, mais des patients actifs. On peut retarder le progrès, on ne peut supprimer le progrès. Nous avons la certitude que dans 20 ans, dans 30 ans, 40 ans, au plus, nous aurons des hommes capables de transformer nos matières premières. Et en ce temps-là, quand nous aurons à discuter, il y aura un langage qui sera compris, le langage de l'intérêt général. J'ai fini cette citation
et puis je laisse la balle à nos politiques. Bien. Depuis les années 80, le président Félix Houphouët-Boigny avait déjà montré la voie. Malheureusement, personne n'a encore suivi cette voie-là. 65 ans encore après, nous sommes encore en train de vendre... Non, c'est pas 65 ans après son décès. Hein. Bon, nous sommes encore en train de vendre notre produit à l'état brut au plan international. Nous sommes toujours dans la même réalité que le président Félix Houphouët-Boigny vivait. C'est un échec. Bien, Valentin Zawi pour terminer. Alors, 2 cartons rouges en un. Le premier point, c'est cette pratique-là que nous avons dans certains pays francophones, parce que je ne sais pas si ça se fait dans un pays anglophone, je n'en connais pas, des présidents en exercice dont les noms sont baptisés pour des infrastructures. Voilà. Qu'un président dirige un pays, qu'après on veut donner son nom à une infrastructure, en sans mémoire, ça a du sens. Mais pendant qu'on est au pouvoir, on a des noms, alors que bon, le président, il vient, il travaille l'argent des contribuables, donc il n'a pas de mérite particulier. Donc ça, déjà, je pense qu'à l'avenir, il faudrait peut-être qu'on sorte de cette façon de faire. Et l'autre étape, c'est justement le président, il est là, il en exercice, et puis il y a un pont qui porte son nom, il y a 2 emprunteurs le pont Alassane Ouattara, mais il y a une odeur pestilentielle, quoi, ça pue. Donc il faut vraiment qu'on traite cette lagune, parce que si le pont porte le nom du président et que ça ne sent pas bien, c'est pas très bon pour l'image du président. Merci beaucoup. Merci Valentin Zawi, merci également à Gaël Lakba, Eric Bayala et Jacob Ekissi. À vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis cette émission. Merci à vous qui contribuez chaque jour à faire monter l'audience de cette émission qui a été réalisée ce jour par Adera Dolo. Merci à toute l'équipe de production et technique rédactionnelle également, Vianney Badobré et Moussa Kone. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de 19h30 pour d'autres débats. Dans Entre deux News, ce sera la dernière ligne droite avant la présidentielle, la campagne électorale, au cours de laquelle nous aurons des débats thématiques avec les candidats ou leurs représentants sur ce plateau, bien sûr. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Voilà, de retour de la pub. Nous allons juste faire un retour sur la cérémonie d'hier qui a permis au chef de l'État d'annoncer le nouveau prix Borchamp du kilogramme du cacao en Côte d'Ivoire. C'est maintenant avec Stéphane Kouassi. Le prix Borchamp garanti du cacao bien séché et bien trié est fixé à 2800 francs le kilogramme. Alors celui du café, le café bien décortiqué est de 1700 francs le kilogramme. C'est sur ces mots que le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a lancé officiellement la campagne 2025-2026 de commercialisation du café et du cacao ce mercredi 1er octobre au Parc des Expositions de Port-Bouët. Une annonce qui a fait l'effet d'une véritable bouffée d'air pour les producteurs. Leur joie était palpable, notamment à travers les propos de leurs représentants. Le prix, on est stupéfait. Le prix, on ne s'y attendait pas. On imaginait vraiment moins que ça. Et le président nous a fait la grande surprise. Vous ne pouvez pas imaginer la joie qui se passe aujourd'hui dans les campements. C'est une liesse populaire aujourd'hui partout. On nous appelle de partout pour dire mais qu'est-ce qu'on vient d'attendre. Merci au président Alassane Ouattara et nous le rassurons que nous les producteurs, nous lui serons reconnaissants. Nous avons encore besoin de lui pour qu'il nous aide à aller de l'avant dans la filière café-cacao. Tout comme les producteurs, les autorités coutumières et les chefferies traditionnelles n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude. Pour eux, ces prix sont tout simplement du jamais vu sous nos cieux dans le pays. Je suis très content de ce prix que le président a fixé. 2800, c'est de l'extraordinaire pour nous. Jamais on n'a entendu un prix pareil. Quand nos parents ont souffert, ont créé des plantations dans le temps, moi, que je vous parle, mon oncle fut un des grands planteurs dans le temps. Donc aujourd'hui, 2800, vraiment, c'est un aubaine pour la population et pour nous les planteurs. On dit merci au président. On souhaite qu'il soit vraiment à vie en Côte d'Ivoire ici pour nous. C'est une première fois d'attendre 2800. Les mots me manquent. Je ne sais pas comment dire des choses encore. C'est extraordinaire. En tout cas, c'est joli à voir. Et nous tous les planteurs qui sont à Gagnoa, à mon arrivée, et tous, on doit être derrière le président, puisque ce qu'il vient de faire, il n'y a pas un président qui avait fait ça. Donc je suis très heureux. Les mots me manquent en ce moment, très ému. Mais entre satisfaction et euphorie, une question demeure. Les acheteurs pourront-ils suivre et acheter à ces nouveaux prix? 2800. Mais est-ce que
dans les mois à venir, les acheteurs pourront nous satisfaire sur les 2800. Vous voyez, le prix est excellent. Le président l'a dit, on est très heureux, très content. Mais est-ce que les acheteurs vont nous donner les mêmes satisfactions? Pour cette campagne 2025-2026, le prix Borchamp connaît une revalorisation importante. Une hausse de 200 francs CFA pour le café bien séché et bien trié et une hausse de 400 francs CFA pour le cacao dans les mêmes conditions. Une décision saluée, mais qui, comme chaque année, devra surmonter les réalités du terrain pour véritablement profiter aux acteurs à la base. Alors, Monsieur Valentin Zawi, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Avec grand plaisir. Bien, alors, tout d'abord, quel sens donnez-vous à cette décision? Les kilogrammes du cacao est désormais à 2800 francs CFA. Est-ce que je suis habilité à donner sens à cette décision? Je ne pense pas. Je prends acte de ce que le président Ouattara a annoncé aux producteurs, que voilà, pour la campagne 2025-2026, le cacao sera vendu à 2800 et le café à 1700. J'observe que 5 ans plus tôt, à Yamoussoukro, c'est le président lui-même, devant les producteurs, qui avait annoncé, à l'époque, c'était 1000 francs, sauf erreur. Et à cette occasion, c'est un peu la même scénographie. Hein. Voilà, je pense que, après, à sa décharge, il n'a pas peut-être décidé de cette date-là, mais nous sommes quand même à quelques semaines de l'élection présidentielle. Donc, voilà, ce n'est pas forcément de la philanthropie, j'allais dire. L'État pourrait faire mieux, selon vous, c'est un bon prix? Honnêtement, je ne suis pas spécialiste du sujet, donc comment est-ce que ça se décide? Je n'en sais pas grand-chose, donc je ne vais pas me lancer. J'observe juste que c'est un prix record, parce que j'ai compris. 2800, le prix campagne intermédiaire est à 2200. Là, 2800 pour le cacao, pour l'année prochaine. Alors, en règle générale, il y a ce qu'on annonce officiellement, et sur le terrain, ce n'est pas toujours ce que ceux qui payent aux agriculteurs. Donc, je pense que l'État doit faire un effort en termes de contrôle. Mais bon, tant que c'est une bonne nouvelle pour nos parents agriculteurs. On le sait à suffisance, hein, l'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Bon, ça fait quand même plus de 100 ans qu'on le dit. Nos parents agriculteurs ne sont pas forcément les mieux lotis par rapport aux ressources du pays. Des efforts sont faits, mais je pense qu'il faut encore faire des efforts pour que, effectivement, ceux qui sont reconnus comme les grands artisans de notre puissance économique puissent également bénéficier, j'allais dire de façon assez efficace, des retombées de ces ressources-là. Bien, Jacob Ekissi, est-ce que pour vous, cette hausse de 2800 est-elle réellement une avancée historique ou simplement un ajustement? Je pense plutôt à un ajustement. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao. La Côte d'Ivoire est également le premier transformateur mondial de produits semi-transformés. Et c'était une décision qui était très attendue par les producteurs ou les planteurs. Et si aujourd'hui nous sommes à 2800 contre 2200, je crois, c'est bon à prendre. Mais je pense qu'on peut faire mieux. Depuis des années, on parle de la fixation donc des prix café et cacao. C'est une question de souveraineté, c'est vrai, mais il faut y penser parce qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux. Au-delà, on peut faire mieux. Bien. Eric Bayala. Oh, mais je pense que c'est un prix inédit. C'est un prix inédit. 2800, quand on regarde le coût du cacao au marché mondial, dont la tonne fait 10 000 $, et quand je regarde le dollar aujourd'hui qui se situe dans l'ordre de 558 francs le dollar, donc ça fait un peu plus de 5 580 000 francs la tonne sur le marché mondial, ce qui revient à dire que 1 kilo va coûter 5 580 francs. Et sur 5 580 francs, le président Alassane Ouattara décide de donner 2 800 francs aux producteurs, plus de la moitié du prix du cacao sur le marché mondial, c'est du jamais vu. Et ça n'a absolument rien à voir avec la campagne. C'est une posture d'un homme d'État soucieux du devenir des producteurs, des Ivoiriens, parce que vous savez toujours que c'est en octobre qu'on donne toujours le prix de la campagne. Et ce n'est pas parce qu'il y a une élection en octobre qu'on dira qu'aujourd'hui on ne va pas fixer le prix du cacao en octobre. Et voilà, la coïncidence est riche, mais il ne faut pas faire le lien tout de suite avec la campagne présidentielle qui arrive parce que c'est toujours à cette date que le prix du cacao est fixé.
Mais ce que nous notons, c'est que de 2200 à 2800, il y a eu une augmentation de 600 francs. Il y a bien d'années où 600 francs même équivalaient au prix du kilogramme du cacao. Mais l'autre question qu'on se pose, pourquoi ce prix aussi important, 2800 francs, n'aurait pas été fixé lors de la campagne précédente, toujours à l'approche de la présidentielle? On assiste à une hausse du prix du kilogramme de cacao. Ben, moi j'ai bien envie de vous poser la question. Quand on fixe le prix maintenant, ou ne jamais l'avoir fixé, qu'est-ce qui est intéressant? Autant l'avoir fixé au moins 5 jours. Et donc, ce jour-là est arrivé, on l'a fixé. Il faut saluer ce prix pour le bonheur des producteurs. Parce que le contexte qui a prévalu avant la fixation de ce prix n'est forcément pas le même aujourd'hui. Il peut y avoir beaucoup d'appréciation exogène de la fixation du prix qui n'est pas forcément dépendant de l'État de Côte d'Ivoire. Et vous conviendrez avec moi que quand vous regardez le prix du baril de pétrole sur le marché mondial, en fonction qu'il augmente ou bien qu'il diminue, on a également une incidence ici du prix du carburant à la pompe. Et donc si en il y a eu le prix de 2200 francs il y a quelques mois, certainement que la situation a également évolué. Donc l'État de Côte d'Ivoire, qui est un État sérieux, qui apprécie, qui salue donc les efforts de nos parents producteurs. Comme on a dit, depuis toujours, notre économie est soutenue par la mamelle, sinon le binôme café-cacao. Et donc aujourd'hui, le président Alassane Ouattara décide d'offrir 2800 francs aux producteurs, un prix jamais, c'est inédit. Depuis les 60 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire, jamais cela n'a été fait. Plus de la moitié du prix mondial qu'on offre. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous avons fait une prospection d'appréciation du prix dans une localité de Divo pour voir si effectivement on achetait le cacao à 2200 francs bord champ. Mais les quelques planteurs que nous avons interrogés, aussi bien dans les coopératives que ceux qui sont individuels, ont dit effectivement que c'est respecté, c'est 2200. Et donc aujourd'hui, figurez-vous qu'un planteur qui a juste 10 kilos de cacao, ça lui fait 28 000 francs. Mais écoute, c'est bon pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Et donc, je pense que c'est à saluer. Il faut d'abord saluer les efforts consentis par le régime en place. Je salue au passage également le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des productions vivrières et du développement rural, le ministre d'État Adjoumani, que nous avons rencontré avec un certain nombre de personnes dans le cadre de la campagne intermédiaire qui nous ont expliqué plus ou moins la politique de l'État, la politique agricole de l'État. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce prix-là, il est clair que le régime en place se soucie du bien-être des producteurs, notamment des planteurs ivoiriens. Bien. Gaël Lakba, est-ce que pour vous, cette annonce est un coup de communication électorale pour le parti au pouvoir? Bon, faut le dire, ce qu'on constate quand on prend les chiffres, c'est que ce n'est pas seulement sous le pouvoir RHTP, hein, je le dis. À chaque, même du temps du président Laurent Gbagbo, vous pourrez constater que le dernier mois d'octobre de l'année proche des élections, c'est une certitude que le prix du cacao augmente. Donc si vous êtes observateur, ça ressemble à une tradition. La campagne. C'est prévisible souvent. Même moi, je l'ai déjà dit sur ce plateau, le jour qu'on avait parlé de la baisse du carburant, on l'avait dit que sûrement le cacao allait augmenter. Bon, du moment où ça ne baisse pas, c'est bon à prendre. Parce que quand je regarde les chiffres, entre 2020 et 2022, on était passé de 1000 francs à 825, si on se souvient. C'est la seule période où il y avait eu une baisse de près de 17%. Après 2020, après cette période de 2022, de 2022 à 2025, aujourd'hui, il n'y a eu que des hausses. Donc, c'est bon à prendre pour nos paysans. Coup de communication ou pas, ben, nous sommes dirigés par des politiques. Nous sommes dirigés par des politiques. Donc, à chacun de pouvoir... voilà, chacun organise sa communication et tout, mais il faut retenir que ce sont les planteurs qui sont aujourd'hui heureux. Mais ce sur quoi je voudrais attirer un peu l'attention, c'est la question de est-ce que les planteurs sur le terrain reçoivent le prix. Eric l'a dit, ils ont fait une simulation à Divo, mais par ailleurs aussi, il y a certaines zones où les réalités du terrain sont tout autres.
des personnes abusent de ces planteurs-là. Et c'est le rôle de l'État, en tant que régulateur, de toujours continuer à traquer, à veiller à ce que effectivement ce prix-là soit respecté. Mais je vais aller plus loin parce que je m'interroge. Après plus de combien d'années d'indépendance, depuis 1960 à aujourd'hui, où on parle de binôme café-cacao, même le président Houphouët-Boigny à l'époque en parlait, notre salut n'est pas dans la vente du cacao tel qu'on le fait jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de présidents se sont succédés, mais il y a un défi qu'on n'a pas encore pu relever. Le défi, ce n'est pas de venir, comment on appelle, annoncer des prix qui montent, mais le vrai défi, c'est de passer à la transformation de notre cacao. Parce que c'est inadmissible que, jusqu'à présent, là, nous, Ivoiriens et même pays africains, continuons de dépendre de lobbies extérieurs, de spéculateurs. Ce sont eux, nous, on produit, et puis ce sont eux, de l'autre côté, qui fixent le prix au gré de leurs intérêts. Et ils fixent le prix. Après ça, l'État qui régule décide maintenant de combien le planteur doit avoir et tout ça. Le vrai défi, c'est qu'on prenne le pouvoir à ce niveau-là. Et pour le prendre, il faut passer qualitativement à la transformation. Et comme nous sommes en période électorale, nous en parlons pour que le RHDP qui est déjà au pouvoir, que les candidats aussi qui vont venir, qu'ils nous disent, qu'ils nous proposent comment ils comptent arriver à l'industrialisation à 100% de nos produits. Parce que ces matières premières-là, quand on les vend comme ça au brut à l'international, en réalité, on ne gagne pas. C'est quand on va transformer que, par la transformation à 100%, on va gagner plus. Bien. Donc, c'est ce que je voudrais dire à ce niveau. Bien avant, Eric Bayala, comment s'assurer également que les 2800 parviennent directement aux producteurs? C'est une question que beaucoup se posent parce que la lutte contre la fraude dans ce milieu-là est très fréquent. Oui, mais la fraude, pardon, est très fréquente. Je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est vrai que l'État décide officiellement, mais sur le terrain, ce n'est pas toujours le prix qui est appliqué. Eric nous donne l'exemple heureux des gens de Divo, mais je ne pense pas que tous les planteurs de ce pays sont aussi heureux que les gens de Divo. Mais bon, ça, on pourra en débattre une autre fois. Après, je voudrais quand même avoir votre permission. Eric a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de lien avec la campagne. Enfin, je ne suis pas trop sûr. Hein. Je me suis amusé à aller en 2020, et voici ce que le ministre Adjumani disait. Il était encore en poste. En s'adressant aux planteurs, allez partout dans vos villages pour annoncer la bonne nouvelle de la candidature du président Ouattara. Le président a fait beaucoup pour vous et en retour, vous avez envers lui un devoir de reconnaissance. Là encore, vous l'avez écouté au parc de l'exposition, c'est exactement la même chose. Première étape de son propos, les propos dithyrambiques, comme il sait bien le faire vis-à-vis du président Ouattara, vraiment, il passe la pommade et tutu et conti. Seconde partie, il s'adresse aux producteurs pour leur dire: il faut être reconnaissant au président Ouattara. Si ça, c'est pas de la campagne, je ne sais pas ce que c'est. En toute objectivité. Après, comme je l'ai dit, on ne peut pas lui en vouloir parce qu'on est en octobre, on est à 2-3 semaines d'élection présidentielle, mais il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de lien avec la campagne, mon frère Eric Bayala. Bien sûr que nous sommes en pleine campagne électorale. Bien, Eric Bayala, ensuite Jacob Ekissi. Oui, d'abord, je vais commencer par l'inquiétude posée par mon frère Gaël Lacroix en parlant de la transformation. Vous êtes en train d'enfoncer une porte déjà ouverte. Vous savez déjà que les unités de transformation de la fève de cacao de façon locale a connu déjà un bond très intéressant, bien que nous ne soyons pas encore à un niveau satisfaisant, mais il y a déjà des usines de transformation à San Pedro. La dernière en date vient de s'ouvrir à Anyama, Transcao, qui sont des entreprises d'usines de cacao, de transformation du cacao, et donc qui participent de la politique du président Alassane Ouattara, de tout faire en sorte qu'on puisse déjà transformer. C'est vrai qu'on ne peut pas partir de rien du tout à 20 usines de transformation. Il faut aller crescendo. Et je pense que cette dynamique a été déjà amorcée. Nous sommes à plus de 5 usines de transformation. Je pense que nous sommes dans l'ordre de 30% de transformation du cacao en Côte d'Ivoire. Mais c'est une dynamique qui va progressivement. 30%, mais 30%. Oui, 30%. Les mêmes chiffres, effectivement, j'attendais. Parce qu'on a 30% de transformation que nous faisons ici, mais il y a jusqu'à 70% qui continuent de sortir. En même temps, il ne faut pas déjà créer des usines et puis ne pas trouver la matière à transformer après. Et le problème sur lequel nous sommes confrontés aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le vieillissement de nos vergers. Et surtout la maladie du shoot and shoot, qui aujourd'hui est un problème
aussi bien pour la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, que le Ghana, qui est le second producteur mondial. Ils se sont mis ensemble pour régler d'abord cette question. Non seulement il faut trouver, avec le mécanisme et le concours de la CNRA, que je salue au passage, pour d'abord donc renouveler nos vergers, de sorte à ce qu'on ait encore une bonne production. Et c'est maintenant que le mécanisme a été trouvé pour lutter contre cette maladie qui attaque vraiment les cacaoyers et qui font que la production baisse. Et donc, quand ces questions-là seront réglées dans le temps, naturellement, les unités de production vont aller avec. Parce que une chose est de créer les entreprises de transformation de cacao, mais en même temps, il faut s'assurer de la matière première dedans pour que ces entreprises-là tournent. Et tout récemment, la dernière unité qui a été mise, c'est à Divo toujours, ou à la sortie de Divo sur l'axe Divo, en allant vers chose qu'on appelle Lakota, vous verrez effectivement qu'il y a une nouvelle usine de transformation du cacao. Et donc, cela se fait. C'est une porte que vous avez déjà, en fait, une porte ouverte que vous enfoncez. Je crains bien que tu aies bien pris mon analyse. Mon analyse, quand je l'ai faite, je suis allé depuis les années 60. C'est un bilan, attends, c'est un bilan que j'ai fait, c'est pas le bilan du RHDP que je suis en train de faire. Un constat que vous avez fait à partir des années 60. Depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, être à 30%, oui, c'est pas suffisant. Et je dis qu'il faut faire mieux. Je ne suis pas en train de dire que tout cela, c'est de la gouvernance du RHDP. Si le RHDP a commencé aujourd'hui, c'est bien. Mais ce serait bien qu'au-delà du RHDP, tous ceux qui sont politiques et qui rêvent de diriger ce pays-là sachent que c'est ça le vrai défi qui attend les Ivoiriens. Oui, mais à côté de la transformation du cacao et du café, je pense qu'il faut plutôt penser à la diversification même de notre économie. Il ne faudrait pas qu'on soit seulement focus sur le cacao. Non, mais le sujet, là, on est sur le café cacao. Justement, et donc ça pour dire qu'en plus de cette question, vous me renvoyez à ceux qui ont dirigé la Côte d'Ivoire avant et que cela aurait dû être fait. Mais écoutez, moi je suis contemporain. Bien. Je ne fais que apprécier la situation. Merci Eric Bayala. Maintenant, pour revenir sur... Il vous reste que 30 secondes maximum. Oui, pour revenir sur, comment on appelle ça, la campagne qui est déjà ouverte et dont on a parlé. Mais cher ami, je pense que dans tous les corps de métier, c'est une vertu cardinale, la reconnaissance. Oui. Voilà, justement. Donc c'est la campagne. Vous avez dit laissez-moi finir. Oui, ça dit que si il y avait la possibilité de fixer le prix du cacao en janvier, oui, et que ça avait été déjà fait en janvier, loin avant la date des élections, on aurait demandé aux choses qu'on appelle aux planteurs d'être reconnaissants. Les planteurs eux-mêmes, au cours de la cérémonie, ont manifesté leur reconnaissance en donnant 20 millions de carburant au président de la République. Oui. Ouais, ben justement. Et donc, ce n'est pas forcément parce que nous sommes à 2 jours des élections, c'est une incidence heureuse dont le corollaire ou la conséquence peut peut-être impacter, mais ce n'est pas la volonté manifeste du pouvoir, sinon du régime, de se tenir, sinon de prendre le prix du cacao pour parler de campagne. Allez-y rapidement, ensuite juste, je pense que là, M. Eric Bayala, ça va être un peu difficile de faire croire le contraire. Il faut juste écouter les propos du ministre Adjumani pendant cette cérémonie-là. Voilà, je veux dire, il faut pas... Il y a 5 ans, c'est la même chose. Le lien, il est établi. Il faut pas, on va pas refaire le monde. Donc, il a fait mieux. Pardon, Eric, pardon, il a fait mieux. Il a convoqué nos valeurs ancestrales pour dire aux producteurs, vous avez obligation d'être reconnaissants. Et que dans quelques semaines, vous devez matérialiser votre reconnaissance au président. Il a même pris l'engagement qu'au nom des producteurs, les producteurs le président aura les voix des producteurs. Il faut juste l'écouter. Moi, je ne lui lance pas la pierre. Il est dans son rôle, mais je trouve juste qu'on ne peut pas dire, après avoir écouté ça, qu'il n'a pas de lien avec la campagne électorale. C'était juste ça, parce que vous l'avez dit à l'entame de vos propos. Pour le reste, c'est dans l'ordre normal des choses. Oui, mais justement, malgré ce que vous avez dit... Merci Eric Bayala, vous aurez la parole. D'accord. Tant que nous serons dans cette transformation primaire du cacao et du café, surtout du cacao, je pense qu'on ne pourra jamais atteindre l'objectif. Quand vous représentez 40% de la production mondiale, vous avez la possibilité 46%, plus exactement, de la production mondiale. Vous avez la capacité de pouvoir fixer les prix. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à fixer les prix? Parce que déjà, au niveau de la transformation, elle est primaire. On parle de transformation, même si on dit 30%, on transforme quoi? On vend à combien? On ne transforme rien. C'est ça. On transforme quoi? On vend à combien? On transforme combien le chocolat? Franchement. Ce qu'on dit, c'est une rhétorique. C'est un discours qui date des années avant la naissance de plusieurs familles homicides. Je pense qu'il faut être dynamique. Il ne faut pas parler de la production ou, si vous voulez, de la transformation du cacao et du café comme une campagne. Surtout comme une campagne électorale. C'est un problème sérieux qui fait que l'État de Côte d'Ivoire n'arrive pas à avoir des plus-values
que ce soit au niveau de son exportation qu'au niveau de sa transformation. Et quand on me parle de transformation, franchement, je pense que c'est très subjectif. C'est très subjectif parce que jusqu'à ce jour, le cacao peut nous donner mieux. Si nous sommes généralement à ces chiffres d'affaires-là, dans le commerce international au niveau du café et du cacao, c'est parce qu'il y a un problème. Il faut réhabiliter le secteur café-cacao. Déjà avec la mécanisation, ça c'est la chose la plus importante, il faut toucher à la production. Le planteur qui perçoit 2800, il rit parce que c'est 2800. Mais le travail qui se tape physiquement, ça vaut plus que ça. Donc ne soyons pas là à nous satisfaire de 2800 alors que les planteurs souffrent beaucoup plus. Quand en Chine, vous voyez qu'on utilise des machines pour régler les questions agricoles et que chez nous ici on continue de frapper à la machette et qu'aujourd'hui on applaudit, c'est bien applaudi. Mais quand on applaudit, il faut savoir raison garder et dire les choses telles qu'elles sont. Le secteur café-cacao a des problèmes. Et malgré le conseil café-cacao, il y a beaucoup de choses. On a parlé des prix Bosch. Aujourd'hui, les prix ne sont pas toujours respectés. Quand on le dit, ce n'est pas s'opposer si les prix ne sont pas respectés, à qui la faute? Le conseil, mais qui régule? Qui contrôle? Pourquoi aussi les planteurs, c'est une question qu'on se pose, pourquoi certains planteurs acceptent de vendre à votre avis, à des prix qui sont pas homologués? Mais vous savez que les prix sont fixés par la loi de l'offre et de la demande. Quand vous avez une coopérative ou vous avez un acheteur qui vient, qui vous dit et qui vous menace à la rigueur en vous disant « Si tu ne me donnes pas ton cacao à 2000, je n'achète pas et je pars », vous faites comment? Vous laissez jusqu'à quand? Ils sont dans le besoin. Obligés de vendre. Bien, Valentin Zami, Gaël Lakpa, ensuite Eric Bayala. Non, j'ai un trou de mémoire. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Ekissi. Non, mais je suis totalement d'accord avec l'analyse de Monsieur Ekissi. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, à titre personnel, j'ai mon défunt père qui était à la SATMASI, qui est la Société technique pour la modernisation de l'agriculture en Côte d'Ivoire, l'ancêtre de l'ANADR. De 70 jusqu'en 1994, cette structure a existé, a encadré les agriculteurs. Donc moi, j'avoue que personnellement, c'est une thématique qui me parle. Ça fait 65 ans qu'on parle de modernisation de l'agriculture en Côte d'Ivoire. On échoue. Ça fait 65 ans que nos parents travaillent toujours, comme il a dit, M. Kissi, à la machette, à la daba. Physiquement, il faut aller chercher. Quel est le véritable problème? Ça fait également des décennies qu'on en parle dans les écoles. Mais parce que en géographie, la modernisation de l'agriculture. Et le dire, c'est pas jeter la thème sur un régime. On a la solution, mais elle n'est pas appliquée. Quelle est la volonté réelle de notre pays de sortir de cet état de Est-ce qu'on a les moyens également pour mécaniser notre agriculture? Mais c'est une question de volonté, M. Sidik. C'est une question de volonté, il faut le vouloir. Comment pouvez-vous expliquer que un jeune Suisse ou quelqu'un qui est à Londres, qui n'a même vu un pied de cacahuète, il touche plus, il gagne plus sur le cacao que nous qui le produisons. Et ça fait des décennies que ça dure. Donc à un certain moment, je suis heureux d'avoir entendu qu'en 30% nous transformons, mais quelle transformation à quelle hauteur? Non, vous aurez la parole en dernière. Et nous sommes des broyeurs, premiers broyeurs mondiaux. Le président Ouattara l'a dit aussi hier. Bien, mais c'est pas ça la transformation. Vous avez la parole. Pardon, la question? Bien, non, réaction là-dessus. Ah non, mais j'ai déjà développé dans ce sens-là. Je pense que je pourrais même passer mon tour de parole. Parce que tout ce qui a été dit, c'est ce que j'ai dit sur ma première prise de parole pour éviter de me reprendre et perdre le temps. Je vais passer carrément mon tour. Allez-y, Eric Bala, vous avez demandé la parole. Oui, j'ai demandé la parole pour dire ceci. En ce qui concerne le respect des prix Bosch auprès des producteurs, des planteurs, le prix est respecté. Le prix est respecté en ce sens que... Certains planteurs estiment que le prix n'est pas respecté. Laissez-moi aller au bout de mes idées, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Bon. L'État qui fixe le prix, c'est donner les moyens de faire en sorte que les prix soient respectés. Aujourd'hui, on a sensibilisé tous les planteurs de se mettre au groupement à vocation coopérative, de sorte à ce que ce soit la coopérative qui collecte et la coopérative va vendre pour le compte de tous. Donc, il n'y a pas de coopérative agricole qui puisse prendre un produit des planteurs pour aller le vendre à moins de 2800. Et pour d'abord apporter, même pour amoindrir la charge de travail des planteurs, l'État subventionne déjà les intrants. À côté de ça, tout récemment, l'État a mis en place un mécanisme pour la CEMU, qui est gratuite pour l'ensemble des planteurs, de sorte à ce que les besoins relatifs à leur prise en charge de santé soient déjà pris en compte par l'État. Donc, ce sont des mécanismes qui sont mis en place pour apporter non seulement
le soutien ferme de l'État, non seulement au respect des prix, mais en plus à l'état de santé des planteurs. Maintenant, ce qui concerne même les prix, comme on dit que ça obéit au principe de l'offre et de la demande. Oui, mais c'est une habitude qui est aussi vieille que le monde. Ça a toujours été comme ça. Mais une chose est sûre, aujourd'hui, vous n'allez pas trouver dans une contrée quelqu'un qui va aller vendre son prix à 2800 francs, à moins de 2800, quand bien même qu'il sait qu'il a la possibilité de vendre à 2800. Qu'est-ce qu'il va l'amener à vendre à moins de 2800? Qui achète, Eric? Voilà. Et puis aujourd'hui, l'État a régulé même tous les gros exportateurs aujourd'hui. Ils sont connus. Merci donc, Eric ce sont les Bayala. coopératives qui Dernière intervention, voilà. Jacob. Alors maintenant, allez-y oui, rapidement. 30 en ce qui concerne la mécanisation de l'agriculture, il faut reconnaître qu'il y a une volonté politique de changer. Parce que hier, c'est qu'il n'a pas... On parle pas de volonté. Non, je vous donne les faits concrets. Les faits concrets sont... Je vous donne les faits concrets. Hier, la notion de retour à la terre était un terme qu'on appelle galvaudé. C'était apparu comme quelqu'un qui a échoué en ville, on lui demandait de retourner à la terre. Aujourd'hui, il y a eu une inversion des valeurs et des paradigmes. Ah oui? De sorte à ce que retourner à la terre aujourd'hui, ce n'est pas aller parce qu'on a raté sa vie, mais c'est une option de vie. Avec l'école, non seulement de la deuxième chance, la prolification des centres de formation professionnelle, tout et tout, aujourd'hui, on encourage les jeunes à aller travailler dans l'agriculture. Donc d'abord, il y a des professionnels qui vont s'installer dans le monde agricole, et puis ensuite, ça va booster la modernisation. Je voudrais bien avoir des statistiques pour qu'on ait une idée de tous ceux qui sont retournés à la terre avec la machette et des dabas. Cette nouvelle génération que je connais, vous demandez à cette génération de retourner à la terre. Très bien, c'est une bonne politique. Mais vous lui demandez de retourner à la terre avec quoi comme moyen? Des machettes et des dabas? Non, des jeunes que je vois à Abidjan. La formation, c'est important. Parce que si vous voulez être un agriculteur de cacao, de café, de coton ou je ne sais quoi, que vous n'avez pas la formation requise, il y a déjà un problème. Il y a la formation sur le terrain aussi. Il y a la formation sur le terrain, il y a l'encadrement. Vous parlez de volonté politique. Et vous dites que c'est un appel que l'État a fait. Donc je suppose que l'État a investi dans la formation. Bien sûr. Vous avez des statistiques? Oui, aujourd'hui. Combien d'écoles aujourd'hui en Côte d'Ivoire forment en agriculture? Non, aujourd'hui, on appelle ça, on a d'abord tous ceux que l'école nationale... Il y a des écoles. Mais il n'y en a pas assez comme des écoles qui forment en économie, en comptabilité. Mais pardon, M. Philippe, sur ce point-là, je pense que le ministre de l'Enseignement technique et de l'apprentissage, le ministre Kofi Nguessan, il fait un travail excellent. Il y a de plus en plus. Mais en fait, le propos ici, ce n'est pas de dire qu'il faut encourager les jeunes. Comme le dit M. Ikissi, quels sont les moyens qu'on donne à ces jeunes-là? Parce qu'on ne peut pas aller travailler à la machine, à la daba. Non, c'est ça le vrai sujet. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je parle du principe que ce sont des thématiques pour lesquelles on n'a même pas à avoir des postures partisanes. Il faut voir les faits en réalité. Les faits sont là. Tout, voilà. Tout ce qu'on forme aujourd'hui, l'État, il y a 2 ans en arrière, je pense, c'était l'année 2023, avait décrété l'année de la jeunesse. Aujourd'hui, vous convenez avec moi, avec le prix, avec l'emploi jeune, et ça, ce n'est pas caché. Le ministre Mamadou Touré fait un travail formidable. Partout, dans toute la Côte d'Ivoire, tous les jeunes qui se... C'est quoi le résultat? Le résultat aujourd'hui, c'est que tous ceux à qui on fait des prêts, on a plus de 70%. Ça, c'est autre chose, Eric. On ne parle pas des agriculteurs. Mais attends, c'est pas la même chose. Non. Est-ce que quand vous prenez des jeunes qui font les piscicultures, ils sont combien? Mais justement, mais il y en a qui font les piscicultures. S'il vous plaît. Je dis, l'État non seulement les encourage à travers les formations, mais derrière, l'État met les moyens. Monsieur Eric Bayala, parlons de cette école qui est à Bégerville. Pas plus tard que l'année passée. Plusieurs promotions d'étudiants m'ont approché, donc dans le cadre de mes actions au niveau de la société civile. Parce que justement, il y a un problème d'insertion professionnelle. Il y a un problème d'insertion. Donc, quand vous dites qu'on forme et qu'on accompagne, on accompagne combien de personnes? Et vous avez parlé tout à l'heure de subventions. Si vous avez un business pour 10 millions et que moi, je peux vous subventionner en hauteur de 8 millions et que je vous subventionne en hauteur de 2 millions, il y a un problème. On dit que l'État peut faire plus. On n'est pas en train de jeter le discrédit sur ce gouvernement particulièrement. Parce qu'avant ce gouvernement, le problème s'est posé. Ce qu'on dit, la mécanisation, au lieu de dire qu'elle n'est pas effective, on dit qu'il y a un problème. Elle n'est pas l'agriculture en Côte d'Ivoire, même pas forcément le secteur café-cacao. L'agriculture en Côte d'Ivoire n'est pas mécanisée. C'est un problème réel. Et tant que nous serons là en train de faire de ces débats-là
donc des questions politiques, on risque de ne pas les résoudre. Bien, merci. C'est maintenant l'heure du carton rouge pour terminer. Allez-y, carton rouge. Voilà, nous sommes dans le carton rouge, le premier de cette émission avec Jacob Ekissi. Alors, carton rouge pour cette décision qui avait été prise il y a longtemps, je crois en 2017, relativement donc aux véhicules pour la mesure de 5 ans, 5 ans. C'est une mesure qui n'est pas forcément mauvaise, mais aujourd'hui, les véhicules sont devenus chers. Quand on n'est pas un producteur de véhicules, généralement, au niveau de cette décision-là, on essaie de faire un peu attention. Aujourd'hui, les véhicules sont devenus relativement beaucoup plus chers qu'il y a des années antérieures. Bien. Eric Bayala, carton rouge. Je passe mon tour. Bien. Allez-y, Gaël Lakpa. Alors, je vais adresser mon carton rouge à tous les gouvernements qui se sont succédés après le rappel à Dieu du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, que je vais citer. Lorsqu'il y avait une crise économique due à la chute brutale du binôme café-cacao au plan international. Voici ce que Félix Houphouët-Boigny disait dans les années 80. Nous n'envisageons qu'une seule solution à terme. Tant que nous continuerons à vendre les minerais, fer, bauxite et cuivre, tant que nous continuerons à vendre les produits agricoles bruts, nous subirons la loi des intermédiaires. Alors, voyez-vous, nous sommes extrêmement patients, mais des patients actifs. On peut retarder le progrès, on ne peut supprimer le progrès. Nous avons la certitude que dans 20 ans, dans 30 ans, 40 ans, au plus, nous aurons des hommes capables de transformer nos matières premières. Et en ce temps-là, quand nous aurons à discuter, il y aura un langage qui sera compris, le langage de l'intérêt général. J'ai fini cette citation et puis je laisse la balle à nos politiques. Bien. Depuis les années 80, le président Félix Houphouët-Boigny avait déjà montré la voie. Malheureusement, personne n'a encore suivi cette voie-là. 65 ans encore après, nous sommes encore en train de vendre... Non, ce n'est pas 65 ans après son décès. Hein. Bon, nous sommes encore en train de vendre notre produit à l'état brut au plan international. Nous sommes toujours dans la même réalité que le président Félix Houphouët-Boigny vivait. C'est un échec. Bien, Valentin Zawi pour terminer. Alors, 2 cartons rouges en un. Le premier point, c'est cette pratique-là que nous avons dans certains pays francophones, parce que je ne sais pas si ça se fait dans les pays anglophones, je n'en connais pas, des présidents en exercice dont les noms sont baptisés pour des infrastructures. Voilà. Qu'un président dirige un pays, qu'après on veut donner son nom à une infrastructure, en sans mémoire, ça a du sens. Mais pendant qu'on est au pouvoir, on a des noms, alors que bon, le président, il vient, il travaille l'argent des contribuables, donc il n'a pas de mérite particulier. Donc ça, déjà, je pense qu'à l'avenir, il faudrait peut-être qu'on sorte de cette façon de faire. Et l'autre étape, c'est justement le président, il est là, il en a exercice, et puis il y a un pont qui porte son nom, il y a 2 jours, j'empruntais le pont Alassane Ouattara, mais il y a une odeur pestilentielle, quoi, ça pue. Donc il faut vraiment qu'on traite cette lagune, parce que si le pont porte le nom du président et que ça ne sent pas bien, c'est pas très bon pour l'image du président. Merci beaucoup. Merci Valentin Zawi, merci également à Gaël Lakpa, Eric Bayala et Jacob Ekissi. À vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis cette émission. Merci à vous qui contribuez chaque jour à faire monter l'audience de cette émission qui a été réalisée ce jour par Adera Dolo. Merci à toute l'équipe de production et technique rédactionnelle également, Vianney Badobré et Moussa Kone. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de 19h30 pour d'autres débats. Dans Entre deux News, ce sera la dernière ligne droite avant la présidentielle, la campagne électorale, au cours de laquelle nous aurons des débats thématiques avec les candidats ou leurs représentants sur ce plateau, bien sûr. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.